Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est un vrai plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui. On a déjà démarré ensemble cette matinée avec, nous l'espérons en tout cas, du contenu riche pour vous. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir et d'ouvrir cette session qui va être une session live avec deux clients qui nous font le plaisir et le bonheur de partager leurs expériences projets avec nous. Donc, nous avons Barbara Drago de chez Airbus, qui va partager et échanger avec bonjour Barbara, qui va partager avec nous son expérience projet. Et puis nous avons également Maya Vanard de Solvay, qui va également pouvoir, dans la continuité de ce que peut-être les unes et les autres vous avez pu observer ce matin, va pouvoir vraiment échanger tous ensemble. Et puis cet événement n'aurait pas pu avoir lieu sans la présence et l'organisation de Tanguy Como, qui représente Inetum, qui est le partenaire qui nous accompagne beaucoup en ce moment, notamment sur un des projets, en l'occurrence le projet d'Airbus. Et donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Tanguy qui va être votre monsieur loyal de la session, et je me ferai un plaisir de vous retrouver tout à l'heure pour les questions et réponses. Merci beaucoup, Cédric. En préambule, je tenais déjà à te remercier, toi, Cédric, et nos deux invités, Barbara et Maya. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet événement. Effectivement, Inetum, on est en tant que partenaire de l'année à Kuya. On est ravis de pouvoir participer à ce live panel. Ça se veut être pour nous un lieu de partage d'expériences, d'échange. Donc, n'hésitez pas à utiliser. Vous pouvez poser des questions via LinkedIn et au fur et à mesure de ces témoignages, je me ferai fort autant que possible de poser ces questions à nos invités. Sachant qu'on va parler aujourd'hui de deux projets de transformation majeurs menés dans de grandes organisations internationales chez deux clients, Airbus et Solvay, tous deux leaders sur leur marché. Avec à la fois un projet autour de l'engagement collaborateur. Dieu sait que c'est un sujet clé et critique pour nous aujourd'hui, après la révolution des modes de travail qu'on vient de traverser. Donc Maya Vanard nous parlera de la refonte de tout l'intranet groupe Solvay, et un projet autour de l'expérience client chez Airbus, là aussi sur un marché aéronautique en pleine transformation avec d'énormes ruptures ou révolutions à venir dans les années qui viennent. Et donc voilà, donc merci beaucoup. Je vais démarrer tout de suite l'exercice. Maya, bonjour. Donc, vous êtes Digital Product Manager chez Solvay. Vous avez piloté le projet Solvay One. J'ai oublié de dire en introduction que ces deux projets ont été menés cette année, c'est-à-dire dans un contexte extrêmement difficile pour tout le monde. Et donc, ce qui en fait encore, je dirais, plus la valeur d'exemple. Donc, Maya, dites-nous, de quoi s'agit-il? Solvay One, qu'est-ce que c'est? Oui, merci Tanguy, bonjour à tous et à toutes. Donc peut-être rapidement, je vais présenter Solvay pour ceux qui ne connaissent pas Solvay. Donc Solvay est une entreprise scientifique spécialisée dans la chimie. Au final, nos scientifiques conçoivent des matériaux et des solutions à destination d'une clientèle B2B, mais dont les produits finaux, nous les utilisons dans notre vie quotidienne, donc que ce soit des voitures, des téléphones, ou alors même des appareils intelligents, et même bien d'autres biens de consommation. Donc, on compte 23 000 collaborateurs répartis sur une soixantaine de pays. Et Solvay One, c'est le nom de notre intranet, est le seul outil de communication qui permette à Solvay de s'adresser à l'ensemble des collaborateurs. Donc, en 2020, début 2020, on a lancé un projet de migration technique de Solvay One, donc qui répond initialement à un risque majeur d'obsolescence de la technologie qu'on avait avant, donc parce que notre éditeur nous a contactés pour nous dire que fin 2020, nous ne bénéficierons plus d'un support technique en cas d'un incident majeur. Donc pour nous, ça a été au final l'opportunité de faire un grand changement technologique sur Solvay One. Donc le premier changement a été de changer le CMS, donc de passer d'un CMS qui dans tous les cas était décrié par nos contributeurs en interne à Drupal, qui est un CMS standard du marché pour les intranets et les sites internet, et aussi de changer le modèle d'hébergement, donc parce qu'on passe d'un hébergement sur serveur physique à un hébergement cloud. Donc voilà, c'est vraiment Solvay One, le projet Solvay One en 2020 était surtout une migration technique qu'on a pu réaliser. Super, merci beaucoup Maya. Et Barbara, donc vous êtes Digital Platform Leader au sein d'Airbus.
en charge du projet Next Gen Web, que nous avons le bonheur de livrer à vos côtés. Dites-nous, Barbara, de quoi s'agit-il? Alors effectivement, bonjour à tous aussi. Alors c'est assez rigolo puisqu'on porte aussi derrière nous Airbus As-One, mais dans une communication B2C. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Airbus, dans les dernières années, est passé de 3 entités qui existaient, donc Defence and Space, Airbus Commercial et Hélicoptère. Il s'est regroupé en une seule entité qui est donc devenue Airbus As-One. Et donc, on s'est retrouvé aussi au sein du groupe avec un nombre d'utilisateurs venant de multi-plateformes, avec multi-language, du contenu venant de différentes parties du monde. Et il a fallu aussi, de la manière que le groupe s'est rassemblé en externe, se rassembler en interne. Et donc, ça a été aussi l'opportunité pour nous de faire un choix de changement de CMS qui allait pouvoir rassembler donc tous nos collaborateurs et leur permettre d'utiliser une plateforme unique qui nous donnerait la possibilité d'être donc tous connectés au même endroit avec les mêmes outils, le même CMS et les mêmes résultats. Et de refondre du coup l'ensemble. Et voilà, et du coup, on en a profité aussi exactement pour travailler sur la refonte de tout l'écosystème digital des plateformes externes d'Airbus. Donc, on a travaillé avec Acquia et Inetum pour mettre en place toutes ces étapes. Donc là, on est en pleine migration. On est en train d'ouvrir la plateforme aux utilisateurs pour qu'ils commencent à migrer tous les contenus. Donc, on a à l'heure actuelle 5 sites qui sont en train d'être créés et générés par nos utilisateurs. Et on travaillera sur le long terme après sur des intégrations aussi d'autres sites, ce qui est assez intéressant. Ouais. Je vais y revenir, Bara, mais déjà pour parler de la genèse du projet, donc vous l'avez lancé en plein Covid, ce projet. Quels ont été les facteurs clés de décision? Parce que Dieu sait que tous les clients ont dû arbitrer des choses pendant cette période. Donc, dites-nous, Barbara, ce qui nous a permis de lancer cette vidéo. Au sein d'Airbus Corporate, en tout cas sur la partie communication, comme c'est un groupe quand même assez énorme avec plus de 140 000 collaborateurs à travers le monde, il y avait énormément d'activités en fait qui existaient un peu partout en termes de communication externe, qui étaient attribuées par des équipes et des équipes métiers qui faisaient leur propre communication. Chacun au sein de leurs activités donc générait leur propre site internet avec leurs propres serveurs, leurs propres agences, leurs propres outils, ce qui peut faire beaucoup d'activités difficiles à cerner et difficiles à capturer en un seul endroit. Donc vraiment, la genèse, ça a été aussi le ROI et de pouvoir offrir à tous les employés d'Airbus qui souhaitent avoir une communication externe, une plateforme accessible rapidement, avec un coût maîtrisé et qui permet de pouvoir délivrer une plateforme de communication externe en très très peu de temps versus des temps beaucoup plus longs avec on va dire une opportunité unique par communication. Donc le ROI est tout de suite est apparu comme très clair, la possibilité d'offrir cette plateforme à tous les utilisateurs du groupe et de communiquer au sein de la même entité, le même CMS, c'était vraiment un choix très simple à faire. Parfait, oui, donc vraiment un projet drivé par le ROI, l'efficacité. Et donc, Maya, de votre côté, alors, vous étiez déjà cliente Acquia pour l'ensemble de vos sites Internet externes. Là aussi, vous avez dû lancer ce projet en pleine crise. Comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'on convainc ses patrons de mener un tel projet dans ce timing-là? Oui, en effet. Donc nous, on est client d'Acquia depuis 2018. On a eu aussi l'ambition en 2018 de lancer une usine à site. Et donc pour les mêmes raisons que Barbara, on a vu que l'Acquia Cloud Factory était un outil pertinent pour nos besoins. Et donc c'est vrai que dans le cadre du lancement de ce projet Solvay One, nous, l'équipe projet, on a très vite pensé à Acquia. Dès qu'on a su qu'on allait migrer vers le cloud. Donc du coup, ça nous a aidé en fait. Travailler avec Acquia nous a aidé à prendre des décisions rapidement à ce niveau-là. Et au niveau du contexte, donc en mars-avril, en effet, on était en plein dans un contexte plutôt difficile. En interne, la roadmap IT s'adaptait et s'ajustait pour
délivrer, on va dire, des projets à forte valeur ajoutée et à valeur ajoutée, on va dire, immédiate. Donc nous, même si on avait un impératif technique, le challenge qu'on a eu, ça a été on va dire, enfin c'est un challenge, mais en même temps c'est une opportunité, c'est qu'on a vraiment creusé la valeur ajoutée, développer la valeur ajoutée que ce projet allait amener au-delà de l'aspect technique. Donc vraiment sur la partie financière, donc on a pu voir que migrer vers le cloud nous permettait de faire des économies conséquentes, tant au niveau du run qu'au niveau de l'implémentation, donc l'investissement au projet. Et sur la partie efficacité, donc comme je l'ai dit, on avait un CMS vieillissant, on est passé sur une solution qui est beaucoup plus standard et qui a apporté beaucoup plus d'efficacité aussi. Donc voilà, donc ça a été plutôt, on va dire, un peu plus de négociation, mais nous, ça nous a permis de créer un business case, pour le coup, en béton. Et a posteriori, sûrement visionnaire, compte tenu de la révolution, encore une fois, qu'on vient de traverser. C'est-à-dire que je sais que s'il y a un enjeu de communication aujourd'hui vis-à-vis des employés, il est essentiel aujourd'hui. Donc, en effet, et alors, vous venez tout juste, c'est le cas de ces deux projets, mais vous venez tout juste de basculer en production début juin. Donc, quels sont les premiers résultats, finalement, et comment on les mesure chez Solvay ? Alors, les premiers résultats sont plutôt en termes d'adoption, donc parce que on a formé plus de 300, un peu plus de 300 collaborateurs qui aujourd'hui sont tous actifs sur Drupal. Et donc la première enquête de satisfaction qu'on a lancée, on a été agréablement surpris parce qu'on a vu que quasiment l'unanimité des contributeurs trouvait que la nouvelle solution était beaucoup plus efficace et pertinente que l'ancienne solution. Donc du coup, on a directement, enfin là, les datas qu'on a, c'est un gain d'efficacité quasiment immédiat. Ensuite, sur la partie un peu plus financière, donc là, le fait qu'on soit live avec cette plateforme, ça va vraiment nous permettre d'entamer la partie décommissionnement de l'ancien outil. Et donc là, pouvoir présenter les résultats financiers qu'on a présentés en début de projet. D'accord, donc du coup, c'est on track, on est en train de mesurer tout ça, mais la satisfaction est au rendez-vous. Et donc, Barbara, même question, là aussi, vous venez, alors il reste encore du chemin à parcourir, mais vous venez d'ouvrir en contributeur. Là aussi, les promesses sont-elles tenues ? Quels sont vos premiers feedbacks sur cette ouverture ? Alors, effectivement, on vient d'ouvrir cette semaine aux contributeurs. Donc, de la même manière que Maya, il a fallu d'abord faire des trainings auprès de tous nos contributeurs avec vraiment une disparité des compétences sur le digital. Donc, c'était un enjeu aussi assez important pour nous d'offrir un outil qui puisse être utilisé par des personnes qui ne sont pas forcément, on va dire, IT friendly sur un niveau très développé. Donc, on a eu des très bonne surprise puisque depuis lundi, effectivement, et les premières connexions de nos contributeurs, les retours sont vraiment très positifs sur l'utilisation très intuitive de l'UX pour le back-office et qui leur permet, en étant dans des divisions complètement séparées et dans des communications complètement différentes, d'utiliser une plateforme et de pouvoir commencer à contribuer. Donc, pour l'instant, en tout cas, l'adoption est en train de se faire. Donc, on mesure ça et on regarde ça de très près. Mais les trainings, c'est une phase, en tout cas, je conseille de prendre beaucoup de temps pour bien mettre en place des trainings qui soient bien préparés pour les équipes, puisque c'est vraiment un facteur clé aussi de l'adoption. Puisqu'il faut savoir qu'on avait une plateforme précédemment qui était, on va dire, beaucoup plus complexe en termes d'utilisation et la difficulté technique a rendu l'adoption très, très faible. Donc, c'est vraiment l'enjeu aussi de la plateforme d'avoir une UX qui soit simple et maîtrisable par des niveaux complètement différents de contributeurs. Et en tout cas, pour l'instant, la promesse est là. Alors, tant mieux déjà, et Dieu sait que maintenant vous allez pouvoir refondre tous ces sites. Donc effectivement, il y a un vrai enjeu là de prise en main, d'adoption. À cette occasion, vous avez aussi rationalisé tout le catalogue de composants. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Ouais. Est-ce que ces résultats-là aussi sont tangibles aujourd'hui ? Tout à fait. Il y avait aussi un enjeu assez important au niveau de la brand et de l'image de marque d'Airbus.
Comme je l'expliquais précédemment, avec le rassemblement des entités, il a fallu aussi harmoniser au niveau global toute notre communication. Et avec une centaine de sites vivant un petit peu chacun de leur côté, avec une identité visuelle et une communication un peu différente, le groupe, en tout cas au niveau corporate, avait aussi un peu du mal à maîtriser sa communication corporate. Donc, en fait, l'intégration s'est faite par des composants qui puissent être utilisés par tous. Donc, on a pu, grâce à ça, rassembler vraiment et protéger la brand et l'image de marque d'Airbus, puisque maintenant, à travers ces composants qui sont accessibles pour tous, l'image est déjà là, le graphisme, les visuels sont déjà là. Donc, on a pris beaucoup de temps à réfléchir effectivement à l'identité visuelle, à offrir une plateforme d'UX design accessible qui pouvait rationaliser tous les composants. Et on a fait le choix aussi d'offrir une gouvernance qui est donc globale aussi pour tous les sites, ce qui permet maintenant à Airbus d'avoir une vision claire de sa communication, tant au niveau local qu'au niveau mondial et cross-division. Donc, cette rationalisation a vraiment permis, en tout cas d'un point de vue brand et corporate, d'offrir à Airbus une possibilité de parler comme as one. Super intéressant. En plus, c'est un vrai sujet, là aussi, d'actualité. On est dans le cœur du sujet de l'événement Acquia de ce matin, finalement. On est vraiment au croisement de l'industrialisation d'un côté et pourtant de l'enjeu de délivrer des expériences exceptionnelles, parfaites, pixel perfect, bien sûr, à nos clients ou à nos collaborateurs. Donc, aujourd'hui, donc, on comprend il reste du chemin à venir. Quelles sont les perspectives, Barbara, si vous projetez à moyen et long terme sur cette plateforme? Alors, on va dire à court et moyen terme, on rentre là dans des 6 mois de migration pour donc 5 sites, avec quand même plus d'un 30 000 pages de contenu à migrer. Donc, ça fait quand même un gros travail qui doit atteindre sa fin pour novembre, on va dire, de cette année. Donc, c'est 6 sites qu'on va sortir live, je pense, au moment du Dubai Air Show qui aura lieu au mois de novembre pour Airbus. La deuxième grosse partie du travail va être ensuite de réintégrer tous les sites régionaux qui existent à travers le monde, tant pour des entités comme hélicoptères ou pour Defense and Space, et de les ramener sous l'égide du groupe, et en leur permettant aussi, avec des fonctionnalités telles que le content sharing, d'offrir une multiplication et d'avoir la communication du groupe sur ces pages, mais aussi d'avoir des accès avec des pages dédiées à leur niveau local. Donc, ça permet vraiment d'offrir cette dualité de communication tout en protégeant la brand. Donc, ça va être vraiment le gros enjeu, je pense, pour 2022, cette réintégration de tous ces sites régionaux et une communication globale avec la possibilité d'une parole locale. Avec là aussi, effectivement, un enjeu de gouvernance, j'imagine, et de pilotage de l'ensemble. Peut-être pour se projeter encore plus loin sur l'aspect service, le positionnement sur le marché, là aussi, dans nos échanges préalables, on a compris qu'il y avait là aussi des perspectives. En quoi cette plateforme va venir servir l'évolution de la façon dont Airbus adresse son marché aujourd'hui et demain? Ça va être surtout la possibilité au niveau de communication, d'une rapidité de prise de parole. Pour chaque département, il faut vraiment imaginer que c'est un groupe mondial qui vit avec des activités de partout, avec des communications qui sont uniques en même temps. Donc, c'est vraiment pour chaque entité la possibilité rapide de communiquer tout en étant sous l'égide du groupe et de la brand. C'est vraiment la solution, et surtout avec les services que Airbus est en train de développer. On a aussi maintenant une approche B2B2C presque, je dirais, et donc il va falloir, on communique aussi auprès de nos marchés, et donc il faut aussi utiliser les outils du digital pour pouvoir les atteindre et leur montrer aussi le savoir-faire du groupe. Effectivement, et créer même jusqu'à la préférence Airbus chez le voyageur. Pour aller exactement, c'est important. Au bout de la chaîne de dessus, moi, j'ai toujours préféré voler sur Airbus sans flagornerie. Alors, comment Maya, je rebascule sur l'engagement collaborateur et Solvay.
De votre côté, là aussi, vous venez de mettre en production. Quelles sont les perspectives? Quelle est la roadmap? Comment cet outil va vous aider à engager encore plus vos collaborateurs demain? Alors, la roadmap moyen terme serait de passer d'un intranet standard à une plateforme de collaborative plus, on va dire, plus globale, qui pourrait donc bien sûr toucher les 23 000 collaborateurs, mais vraiment s'adresser de façon personnalisée aux différents types de profils. Parce que bien sûr, chez Solvay, on a des profils plus administratifs, mais on a aussi beaucoup de profils plus industriels qui ont des besoins particuliers. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aller vers quelque chose, voilà, de plus intégré, plus collaboratif et beaucoup plus personnalisé. Et en attendant, étant donné que là, sur du court terme, on a un socle technique tout frais, l'idée serait de préparer justement cette transition en essayant des cas d'usage, donc en développant des modules, des POC ou autres fonctionnalités qui pourraient déjà nous donner de la data pour préparer le futur. D'accord. Et donc, du coup, inscrire cette plateforme sur le terrain, finalement, sortir du siège du corporate pour aller l'emmener dans les métiers spécialisés. Vous avez déjà en tête quelques cas d'usage ou quelques pistes que vous pouvez nous partager? Alors, pour le moment, on est vraiment encore en train de travailler sur les personas et sur les cas d'usage, mais on va dire que l'un des cas d'usage qu'on va essayer d'adresser, c'est vraiment s'adresser à la population mobile, donc une population qui n'a pas forcément accès à certaines informations au siège ou même dans son site. Donc voilà, on va vraiment essayer de creuser cette piste parmi d'autres pistes qu'on est en train d'étudier en ce moment. D'accord. Et inscrire encore plus cet outil dans le quotidien des collaborateurs, j'imagine. Tout à fait. Pour en faire un vrai levier finalement d'engagement et de communication. Merci beaucoup de ces témoignages. Alors, on a prévu une petite session de questions-réponses. Si vous souhaitez poser des questions sur ces deux projets de transformation là, qui sont j'espère que vous avez trouvé comme moi passionnant. Je vais regarder rapidement dans les commentaires. Alors, on a une question, oui, elle porte bien sur les deux projets. Je vais commencer par Barbara. Sur ce projet, donc, effectivement, il a été mené en plein Covid, à distance, en télétravail. Quels ont été les défis? Comment vous les avez relevés? Oui, on a eu la joie d'avoir le go pour lancer le projet, je pense, 2 jours après le début du Covid. Donc, ça a été super de commencer ce projet tout de suite à distance. On a vécu des moments assez agréables. Ouais. Non, ça a été assez difficile, mais finalement, là où on a été assez surpris, c'est la rapidité, une fois passée la phase préparation de projet qui a vraiment, on va dire, commencé en septembre, et donc la définition des user stories et des composants et de l'UX design. Une fois qu'on est rentré vraiment dans le dur du développement, finalement, en 6 mois, on a réussi quand même à sortir une plateforme avec des équipes tout en remote. Donc, ça a été difficile au début, en fait, pour le partage d'informations. Voilà, quand il y a des étapes où il faut qu'on soit de manière multiple, avec des points de vue différents, à regarder au même endroit et à partager l'information. En remote, on peut avoir quand même cette difficulté à palper le groupe et la bonne direction. Donc, il a fallu quelques phases, on va dire, d'alignement. Mais une fois que ça s'est fait, maintenant, ça fait quelques mois qu'on est en remote et ça y est, le rythme s'est pris. Mais on serait ravis de pouvoir travailler un peu plus maintenant que le Covid peut-être touche à sa fin, recommencer le travail en physique. Mais ouais, non, ça a quand même été dur au début et finalement, voilà, après le rythme s'est trouvé. Oui, c'est ça. Donc finalement, la vélocité est au rendez-vous, mais avec voilà. un apprentissage mutuel de ces nouveaux modes de travail. Et Dieu sait que sur notamment les conceptions, l'UX, etc., on a tous l'habitude de travailler en workshop. On a tous vécu là, je pense, on a un peu souffert, ouais. Incroyable.
Bon, mais oui, vivement le cassoulet à Toulouse, hein, parce que l'équipe ne s'est jamais rencontrée physiquement. Il faut quand même signaler ça. Si, je crois qu'on a eu un kick-off quand même à Toulouse. Un seul. Et, ouais. Et c'était fini. Ouais. Donc, on s'est tous vus au moins une fois, mais voilà, effectivement, depuis, ce n'est que du remote. Mais par contre, c'est qu'on a été aussi quand même très, très content de voir que l'équipe de dev s'est aussi tout de suite très bien adaptée à cette nouvelle façon de travailler, que l'équipe projet et aussi les collaborateurs ont rapidement tous convergé vers le même objectif. Donc voilà, c'est comme toujours une phase d'adaptation qui finalement s'est bien passé. Top. Merci de ce témoignage. Et Maya, de votre côté Solvay, donc finalement, est-ce que vous avez été impacté? Comment vous avez géré cette difficulté projet? Alors, de notre côté, on a l'habitude de travailler à distance, étant donné que les développeurs sont situés à Singapour et les équipes métiers sont dispersées, on va dire, entre la France et la Belgique. Donc, on avait quand même des outils qui nous ont permis d'être opérationnels assez rapidement. Mais étant donné que quand même on avait une grosse pression en termes de timing et qu'on avait un scope assez large, et donc du coup on a dû, pour respecter le timing, on a dû avoir beaucoup plus d'arbitrage que d'habitude. Et donc c'est vrai que au niveau des arbitrages, on aurait aimé pouvoir travailler, on va dire comme avant, pour prendre des décisions rapidement et avoir les parties prenantes aussi dans un même espace. Mais finalement, voilà, on a quand même réussi à s'adapter. Ça a pris un peu plus de temps. On va dire, eu des instances en plus des instances Scrum qu'on a d'habitude. Mais voilà, on a quand même pu s'adapter assez rapidement. Et alors, vous m'aviez parlé, Maya, en amont là, de tout la négociation permanente sur le périmètre aussi, parce que tenir un jalon, c'est toujours aussi piloter bien son périmètre. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? J'avais trouvé intéressant aussi le data derrière tout ça. Oui, alors c'est vrai que nous, donc ce que je n'ai pas dit, c'est que donc ce projet de migration est ISO fonctionnel. Donc on a vraiment la promesse qu'on a donnée au métier, c'est de dire que on migre techniquement, mais par contre le périmètre fonctionnel, on n'y touche pas, il reste le même. Donc ça a été notre MVP. Sauf que avec le temps, on s'est rendu compte que pour tenir les plannings, il fallait arbitrer en termes de périmètre. Donc ce qu'on a fait, heureusement qu'on avait les outils qui nous permettaient d'avoir des analytics sur certains modules. Donc, par exemple, on a vu que certains modules étaient très peu utilisés, que d'autres n'étaient pas du tout utilisés, par exemple. Donc, en fait, constamment, on a négocié avec le métier pour leur demander, voilà, est-ce que c'est possible de déplacer ce module, la création de ce module dans une V1 ou dans une V2, ou alors même de tuer complètement le module. Donc, au final, notre MVP, même si d'habitude c'est pas vraiment le cas, a bougé, on va dire, beaucoup jusqu'à aujourd'hui. À la limite, tant mieux, il est en production, c'était donc bien un MVP. Finalement, vous l'avez atteint, donc gardez un peu d'agilité malgré tout ce contexte. Et c'est vrai que l'ISO fonctionnel, c'est pas toujours, c'est finalement de moins en moins ce qu'on retient dans des approches agiles, quoi. Donc bravo pour ça. Je ne sais pas si on a d'autres questions à évoquer. Si ce n'est pas le cas, je vais vous proposer de conclure la session. Il est vraiment temps d'en poser une ou deux. Et à défaut, je vais profiter d'avoir encore la parole une minute pour vous remercier. Quels sont vos projets au regard du futur cookieless? Alors, c'est un peu tôt encore là. Je ne sais pas si c'est un peu tôt, disons-le. je vous laisse peut-être vous exprimer. Est-ce que c'est déjà un sujet à l'étude chez vous, Maya, ou aujourd'hui? Oui, chez nous, donc c'est vrai qu'on n'a pas, on n'est pas sur un projet concret, donc je pourrais pas répondre concrètement à la question, mais c'est vrai que on est en discussion avec nos équipes, notamment légales, pour déjà bien comprendre et ensuite s'adapter au mieux, tant au niveau de nos clients, mais aussi en interne au niveau des datas qu'on pourra collecter pour pouvoir s'adapter aussi au mieux, adapter au mieux nos futurs projets.
Ouais, on est exactement sur la même problématique. On va être sur deux angles, effectivement. Le côté, on va dire, plateforme, les cookies, on va dire, qui sont fonctionnels pour le site, et les cookies, on va dire, un peu plus tracker de data. Donc, effectivement, au niveau d'un point de vue légal, faire aussi cette distinction pour être compliant avec la RGPD européenne. Et on travaille aussi, mais là, c'est un côté, on va dire, un peu plus advertising, qui est un autre département, sur comment continuer à avoir une communication pertinente et avec une communication vers le bon utilisateur, avec l'absence de cookies. Mais je suis sûre que Google aura une solution pour nous. Oui, c'est ça. Ouais, merci à toutes les deux pour avoir partagé ce sujet et toutes mes excuses auprès de Barbara, parce que je sais qu'on avait reçu la question et que Barbara ne voulait pas trop en parler parce que ce sont des sujets qui sont confidentiels. Donc, je vous prie de bien vouloir accepter des excuses pour le petit couac technique. Je n'en dirai pas plus. Bon, ceci dit, ça nous donnera l'occasion de venir à Toulouse pour vous expliquer ce qu'on sait faire sur ces sujets. C'est de me rattraper comme je peux. Bon, en tout cas, peut-être en conclusion, parce qu'on arrive à la fin de l'événement, merci beaucoup d'avoir partagé ces éléments tous ensemble. On retrouve effectivement deux grands sujets qui était un peu ce qu'on a essayé de discuter également ce matin. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce grand sujet de gouvernance qui se structure maintenant autour du digital. On passe vraiment d'un mode expérimentation plus ou moins réussi sur des lignes métiers, sur des opérations projets, sur des pays ou des régions. On passe vraiment maintenant sur une industrialisation comme on a industrialisé la construction de voitures qui étaient construites dans des établis et qu'on a mis en série. Et puis l'autre sujet qu'on retrouve vraiment de ce que vous venez de partager toutes les deux, c'est vraiment cette importance renforcée, sans doute par le Covid, de la justification et le montage des cas métiers et la justification de tous les projets par les ROI à court, à moyen et à long terme. C'est vraiment intéressant d'avoir partagé avec nous. Écoutez, nous, en tout cas, on essaie vraiment de continuer à vous aider sur les sujets. Et encore merci à vous. Et merci aussi à ceux et à celles et ceux qui étaient connectés sur le meeting, sur le live. Et bientôt, on espère pouvoir se voir en live in the flesh, comme on dit, et se passer de nos amis les écrans. Encore merci à toutes les deux. Et évidemment, merci à Tanguy d'avoir pu organiser ça au nom de d'Inetum. C'était vraiment un super moment. Encore merci à tous. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour vos témoignages. Merci. À bientôt. Cédric. Bonne journée à vous.